Mon père a aboyé sur ma belle-fille de 7 ans. Personne ne se soucie de ton avis. YouTube. Transcript. Bonjour, je suis ravie de partager cette nouvelle histoire avec vous. Dans celle-ci, j'explore une dynamique familiale complexe et le choix difficile auquel une protagoniste doit faire face. Écoutons. Mon père a aboyé sur ma belle-fille de 7 ans. Personne ne se soucie de ce que tu penses, a ajouté ma mère avec douceur. Seuls les vrais petits-enfants ont le droit de voter. Elle est devenue silencieuse. Puis je me suis levée et j'ai dit, j'ai une annonce à faire. 5 minutes plus tard, toute la pièce était sous le choc. La seconde où la voix de mon père a claqué dans le salon, tous les autres bruits dans la maison de mes parents ont semblé s'évanouir. Ma belle-fille de 7 ans, Clara, avait encore la main levée, comme si elle pensait que tout cela n'était qu'un malentendu qui serait réglé si elle attendait assez longtemps. Puis ma mère s'est penchée avec ce ton doucereux qu'elle utilise quand elle veut rendre quelque chose d'odieux acceptable, et le visage de Clara a changé. Les autres enfants ont cessé de froisser leurs petits bulletins de vote. Ma sœur, Élodie, s'est figée avec une assiette en carton à la main. Mon frère, Thomas, a posé son verre de soda. J'ai regardé mon mari, Étienne, le père de Clara, et j'ai vu sur son visage la même stupeur que celle qui me nouait la gorge, mais il n'a pas bougé. Alors, je l'ai fait. J'ai poussé ma chaise, je me suis levée et j'ai dit, j'ai une annonce à faire. Papa a émis un petit bruit irrité, comme si j'interrompais son émission de télévision. J'ai glissé ma main dans mon sac fourre-tout, j'ai serré le dossier que je portais depuis le matin et j'ai vu l'ambiance passer du décontracté à l'inquiétant en 2 secondes. Une demi-heure plus tôt, tout le monde souriait. Maintenant, personne ne voulait deviner ce que je tenais. Plus tôt cet après-midi-là, la maison de mes parents ressemblait à l'une de leurs mises en scène favorites, des chaises pliantes sorties du garage, un grand bol de biscuits apéritifs sur la table basse, et les enfants orbitant dans le salon et sur la terrasse comme de petites planètes bruyantes. Ma mère adore ces réunions parce qu'elle peut jouer la gardienne des traditions familiales. Elle parlait déjà de la prochaine sortie avant même que la moitié des grillades de celle-ci ne soient sorties du barbecue. Nous devons choisir une activité pour les enfants le mois prochain, disait-elle en tapotant un stylo sur son carnet. Quelque chose de spécial. Ma sœur Élodie a suggéré le parc de trampoline. La femme de mon frère Thomas a mentionné le muséum d'histoire naturelle pour l'exposition sur les dinosaures. Papa a proposé un petit parc d'attractions à une 40aine de kilomètres. Et soudain, chaque enfant dans la pièce a eu une plateforme et une position. Les plus grands ont commencé à débattre des conditions de taille comme des avocats. 2 des filles voulaient le musée parce qu'elles avaient vu un fossile géant sur Internet. Clara était sur le tapis entre Étienne et moi, les genoux repliés sous elle, écoutant avec ce regard brillant qu'elle a quand elle pense qu'elle va être incluse dans quelque chose d'amusant. À ce stade, je me laissais encore croire que l'après-midi resterait ordinaire. Il a fallu moins d'1 minute pour que les enfants se divisent en camps et défendent leur choix avec l'assurance absolue que seuls les enfants apportent aux décisions triviales. Le fils d'Élodie a déclaré que le parc de trampoline était pratiquement les Jeux Olympiques. La fille de Thomas a insisté sur le fait que le musée avait un fossile plus grand que le pick-up de grand-père. Clara s'est illuminée au mot « parc d'attractions » et s'est avancée sur les genoux comme si elle attendait toute la journée d'avoir quelque chose à défendre. Ils ont les petites montagnes russes et les tasses qui tournent, a-t-elle dit, parlant par-dessus 2 cousins qui parlaient en même temps. Elle était animée, bruyante, un peu autoritaire et tout à fait normale pour une enfant de 7 ans dans une pièce pleine de cousins excités. L'un des garçons l'a interrompue. Elle l'a interrompu en retour. Clara a tranché l'air de ses 2 mains en expliquant pourquoi le musée n'était que de la contemplation alors que le parc d'attractions était du vrai plaisir. Je me souviens avoir remarqué à quel point elle semblait à l'aise à ce moment-là. 3 ans plus tôt, elle restait en marge des groupes. Elle supposait qu'elle n'avait pas sa place. Mais là, je l'ai vue s'intégrer, exactement comme les autres. Et puis j'ai vu le visage de mon père et j'ai su que l'après-midi venait de basculer. Mon père n'était pas dérangé par le bruit en général, il n'était dérangé que par celui de Clara. C'est ce qui rendait la situation impossible à excuser. Le plus jeune de Thomas ne cessait de tirer sur la manche de papa en scandant « parc de trampoline » directement dans son oreille. La fille d'Élodie pleurnichait si dramatiquement que ma mère en a ri.
Mais chaque fois que Clara intervenait, la bouche de papa se figeait en une ligne étroite que j'avais appris à redouter. Une fois, alors qu'elle se penchait vers la table basse pour ajouter un argument, il a dit « Laisse les autres parler », même si 3 enfants parlaient déjà les uns sur les autres. Une minute plus tard, elle a ri un peu trop fort à l'une de ses propres blagues, et il a tourné la tête avec une irritation évidente. Ce n'était ni subtil, ni nouveau. Mes parents passaient les 3 dernières années à faire respecter la même règle tacite à chaque occasion. Clara pouvait venir en visite. Clara pouvait sourire pour les photos si quelqu'un y pensait. Clara pouvait s'asseoir à table. Mais Clara ne devait pas oublier qu'elle se tenait à côté de la famille, pas à l'intérieur. J'ai posé ma main légèrement sur son épaule quand elle s'est rapprochée des adultes. Elle ne l'a pas remarqué, mais mon père, si. Ses yeux ont fait l'aller-retour entre elle et moi, et j'ai su exactement ce que cela signifiait. Ma mère, qui adore transformer les choses simples en cérémonie quand le public lui convient, a décidé que le débat avait besoin de structure. Très bien, a-t-elle dit en soulevant son carnet. Nous allons voter. La pièce a applaudi comme si elle venait d'annoncer un jeu télévisé. Elle a déchiré de petits carrés de papier, les a distribués un par un et a dit aux enfants d'écrire ou de dessiner leur choix. Papa a trouvé des crayons dans le tiroir à bazar et les a jetés sur le tapis. Soudain, tout le débat est devenu encore plus bruyant. Les enfants comparaient leurs écritures, demandaient comment épeler, muser, et lorgnaient sur les papiers des autres. Clara a souri et a tendu la main comme les autres. Maman a donné un bulletin au plus jeune d'Élodie, puis à la fille de Thomas, puis à 2 autres cousins, puis au plus grand garçon qui n'en voulait même pas. Clara a gardé la main levée, patiente au début. Quand maman s'est détournée, Clara m'a regardée et a émis ce petit rire hésitant que les enfants ont quand les adultes les oublient. Elle s'est penchée en avant et a dit « J'en veux un aussi ». Les doigts de ma mère se sont figés sur le dernier bout de papier. Elle a regardé droit la main de Clara, puis a plié ce morceau de papier en 2 et l'a posé à côté de papa. C'est là que j'ai cessé de me dire que c'était peut-être accidentel. Clara ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Elle était excitée, pas prudente. Et l'excitation rend les enfants persistants. Je veux les manèges, a-t-elle dit en rebondissant une fois sur ses genoux tandis que les cousins commençaient à griffonner. Et les auto-tamponneuses. Papa a continué à compter les papiers comme s'il ne l'avait pas entendu. Clara s'est penchée plus près, essayant encore, parce que chaque autre enfant dans la pièce avait été encouragé à faire exactement cela depuis 10 minutes. Est-ce que je peux juste dire le mien ? Le mien, c'est le parc d'attractions. La tête de papa s'est relevée si vite que la pièce a semblé tressaillir avec lui. Personne ne se soucie de ce que tu penses, a-t-il dit, assez fort pour que même les enfants sur la terrasse se retournent. Clara s'est figée. Avant que je ne puisse parler, ma mère est intervenue avec cette voix d'un calme terrible qu'elle utilise quand elle veut que la cruauté ressemble à de la politesse. Chérie, a-t-elle dit à Clara, seuls les vrais petits-enfants ont le droit de voter. Elle a même esquissé un sourire, comme si elle expliquait où étaient rangées les tasses. Chaque enfant dans cette pièce a entendu la phrase. Élodie m'a regardé par-dessus la table basse avec de l'incrédulité plein les yeux. Thomas a marmonné, maman, sous son souffle. La bouche de Clara s'est ouverte, puis s'est refermée. La pièce est devenue silencieuse, comme le deviennent les pièces quand quelque chose de laid a enfin été dit tout haut. Le pire, ce n'était pas la phrase en elle-même. C'était la façon dont elle s'est abattue sur le visage de Clara. Elle est devenue toute immobile, comme si quelqu'un avait tourné une clé à l'intérieur d'elle et éteint l'enfant brillant et bruyant qui, 10 secondes plus tôt, défendait les auto-tamponneuses. Elle a replié ses mains sur ses genoux et s'est fixée sur un fil du tapis, comme si c'était plus sûr que de regarder quelqu'un. Je me suis tournée vers mon mari, Étienne, car une partie de moi s'attendait encore à ce qu'il s'interpose entre sa fille et les gens qui venaient de la classer publiquement. Il avait l'air dévasté. Il avait aussi l'air pétrifié. Étienne a passé des années à essayer de ne pas transformer chaque visite chez mes parents en une guerre. Et, dans cette seconde, le vieil instinct a gagné avant sa voix. Alors, je me suis levée. Les pieds de ma chaise ont raclé le parquet et chaque adulte dans la pièce m'a regardé. J'ai une annonce à faire, ai-je dit. Papa a lancé un « Alissa »,
Assieds-toi, irrité. J'ai atteint mon sac fourre-tout quand même, j'ai enveloppé mes doigts autour du dossier que j'avais apporté de la voiture et je l'ai sorti à moitié. C'était le moment où la pièce a cessé de me traiter comme le problème et a commencé à se demander ce que je savais. 3 ans plus tôt, j'avais rencontré Étienne parce que je donnais un cours de danse créative pour les petits dans un centre municipal aux murs couverts de miroirs et au sol qui sentait toujours le citron. La plupart des enfants arrivaient déjà en bondissant. Clara, non. Elle avait 4 ans, petite pour son âge, avec un juste au corps rose qui glissait sans cesse de son épaule et un visage si grave qu'il faisait paraître les autres enfants encore plus bruyants par comparaison. Lors de notre premier cours ensemble, les enfants devaient faire semblant d'être des papillons traversant la pièce. Clara se tenait près du mur et regardait tout le monde battre des ailes. Son père, Étienne, rôdait près de la porte avec la posture fatiguée et apologétique de quelqu'un qui attend un problème avant même qu'il n'arrive. Après le cours, il s'est penché pour l'aider avec ses chaussures, et j'ai entendu un autre parent demander où était la maman de Clara. Il a répondu doucement, elle est décédée en mars. Ce n'était pas dramatique. C'était pire que dramatique, parce que cela semblait répété. La semaine suivante, Clara est revenue et n'a toujours pas rejoint le cercle avant que je ne lui tende l'une des écharpes en soie que nous utilisions pour les jeux de mouvement et que je lui demande si elle voulait m'aider à mener. Elle a pris l'écharpe d'abord, puis ma main. C'était la première ouverture. Étienne et moi n'avons rien précipité. Pendant des mois, notre relation a vécu dans les marges des samedis matins. Quelques minutes de plus après le cours, des conversations sur le parking, Clara me montrant un autocollant sur son t-shirt pendant qu'il pliait son pull et essayait de se souvenir à quoi ressemblaient les conversations normales. Elle s'est liée d'amitié avec moi en premier, parce que les enfants disent la vérité avec leurs pieds, et Clara choisissait toujours de se tenir à côté des miens. Elle demandait si je pouvais tenir sa bouteille d'eau pendant qu'elle tournait. Elle me gardait la moitié d'un paquet de biscuits un matin, parce que les maîtresses ont besoin de goûter aussi. Finalement, Étienne et moi avons commencé à nous voir pour un café après les cours, mais seulement quand Clara était avec sa tante ou qu'elle dormait. Il n'a jamais agi comme si j'étais là pour réparer sa vie. Et je n'ai jamais traité Clara comme un pont vers lui. Avec le temps, nos routines sont devenues réelles. Je savais quel lapin en peluche devait être dans la voiture pour les longs trajets. Je savais qu'elle détestait la couture dans une paire de chaussettes et qu'elle adorait les histoires lues lentement. Elle se souvenait encore de sa mère. Nous avons gardé cette vérité. Mais au moment où Étienne et moi avons admis que nous étions amoureux, Clara avait déjà commencé à courir vers la porte quand j'arrivais, en disant « Alissa est là ». Clara a construit le lien avant que nous ne nommions la famille. Mes parents ont mal réagi dès qu'ils ont compris qu'Étienne n'était pas une passade. Je le leur ai annoncé pendant un déjeuner dominical, pensant que des nouvelles d'adultes méritaient une conversation d'adultes. Ma mère a posé sa fourchette en premier. Un veuf avec un enfant, a-t-elle dit comme si elle avait découvert que je pensais à une fusion, pas à un mariage. Papa n'a pas pris la peine d'adoucir quoi que ce soit. Alors, tu prévois de passer tes meilleures années à élever l'enfant de quelqu'un d'autre, a-t-il demandé. J'ai dit qu'elle s'appelait Clara, qu'elle avait 4 ans, qu'elle était drôle, prudente et obsédée par les chansons sur les grenouilles. Maman a balayé les détails. Les hommes comme ça ne tournent pas vraiment la page, a-t-elle dit. Ils comparent, et les enfants de cet âge s'attachent à quiconque est pratique, a ajouté papa. Tu n'as pas besoin de t'encombrer de bagages quand tu peux repartir à zéro. Je me souviens avoir fixé mes pommes de terre parce que si je regardais l'un d'eux en face, j'allais écourter la soirée. Je leur ai dit que Clara n'était pas un « bagage ». Je leur ai dit qu'Étienne ne cherchait pas une femme de remplacement. Je leur ai dit que c'était sérieux. Maman a soupiré et a dit « on verra combien de temps ça dure ». Cette phrase est restée dans la pièce comme une tache. C'était la première fois que j'entendais mes propres parents parler d'une petite fille comme si elle n'était qu'un inventaire temporaire. J'ai épousé Étienne malgré tout, et je l'ai fait parce que ce que nous avions était solide, pas parce que je pensais que le mariage forcerait mes parents à devenir de meilleures personnes. Pourtant, j'espérais que ma famille élargie ferait ce que les grandes familles font parfois, nous absorber par simple répétition. Lors de notre mariage dans le jardin, ma sœur Élodie s'est agenouillée dans l'herbe pour arranger la couronne de fleurs de Clara, tandis que mon frère Thomas lui apprenait à lancer des pétales plus haut.
Les cousins l'ont entraîné dans l'arroseur automatique cet été-là sans une seconde d'hésitation. Pendant un certain temps, cela m'a aidé à prétendre que le problème était plus petit qu'il ne l'était. Puis sont arrivés les petits moments que mes parents s'assuraient de me faire remarquer. Ma mère a commandé des pyjamas de Noël assortis pour tous les petits-enfants, et bizarrement, la taille de Clara manquait. Papa a aligné les enfants pour une photo à Thanksgiving et a dit « Laissez les vrais petits-enfants devant », comme s'il triait des chaises, pas des personnes. Élodie lui a lancé un regard si tranchant qu'il s'est raclé la gorge, mais il n'a pas retiré ses mots. J'ai continué à emmener Clara parce que les cousins l'adoraient et parce que je me disais que l'exposition finirait par user mes parents. Au lieu de cela, ils sont devenus plus experts dans l'art de tracer la même ligne de manière différente. Ils avaient appris à l'exclure poliment. Même avec tout ça, Étienne et moi avons continué à être présents pour mes parents de manière concrète, utile, et franchement imméritée. Les heures de travail de ma mère avaient été réduites et la retraite de mon père ne s'étirait jamais autant que son orgueil. Alors, chaque premier du mois, nous envoyions de l'argent de notre compte joint pour aider aux courses, aux factures et à n'importe quelle facture surprise qui tombait cette semaine-là. Quand une fuite de leur salle de bain a percé le plafond, Étienne a passé un samedi à réparer cela au lieu d'être au parc avec Clara. Il a remplacé 2 marches de Porsche, réparé un broyeur d'évier et une fois, il est venu après le travail juste pour bâcher une section de toit avant une tempête. Mes parents acceptaient chaque geste avec une facilité déconcertante. Papa tapait dans le dos d'Étienne en disant « J'apprécie l'aide », sur le même ton qu'il utiliserait avec un voisin prêtant une échelle. Maman m'envoyait des textos du genre « Peux-tu faire le virement un peu plus tôt ce mois-ci » sans jamais citer le nom de Clara dans le même message qu'une invitation pour les vacances. Nous étions un foyer, mais mes parents n'avaient aucun problème à accepter le soutien d'une famille qu'ils refusaient pourtant de reconnaître pleinement. Au moment où Clara a eu 7 ans, la vérité de notre famille n'avait plus besoin de la permission de quiconque, et c'est exactement pour cela que nous avions entamé le processus d'adoption. Parce que la mère de Clara était morte quand elle était toute petite et qu'Étienne avait tous les droits parentaux, la partie légale n'était que paperasse, attente et étapes minutieuses, pas un combat. Pourtant, cela comptait. Cela signifiait que le monde réel correspondait à ce que la vie quotidienne était déjà depuis des années. Une semaine avant la réunion, Clara était assise à notre îlot de cuisine à dessiner des cœurs sur des feuilles de brouillon pendant que je remplissais un dossier pour notre avocat. Elle a levé les yeux et a demandé « Quand ce sera fini, est-ce que tout portera le même nom partout ?» Je lui ai dit « Oui ». Elle a répondu « Bien », et a recommencé à colorier comme si nous discutions du déjeuner. Ce matin-là, avant d'aller chez mes parents, Étienne et moi étions passés à la banque pour faire légaliser 2 signatures supplémentaires. Le dossier était toujours dans mon sac, à côté de mon portefeuille, 2 stylos et les élastiques à cheveux de Clara. Nous étions censés envoyer les copies lundi, et je ne l'avais pas ressorti après la banque. Sur le chemin, Clara s'est endormie à l'arrière avec une basket à moitié enlevée. Donc, quand mes parents ont fait leur grosse erreur, les papiers étaient encore avec moi. Quand j'ai sorti le dossier dans le salon de mes parents, les papiers ont fait un bruit de claquement sec qui a porté plus de poids que n'aurait pu le faire n'importe quelle dispute. Papa a croisé les bras. Maman a ri doucement comme si elle s'attendait encore à m'amadouer. J'ai posé le dossier à plat sur la table basse entre le bol de gâteaux apéritifs et les crayons des enfants. Ce sont les papiers d'adoption de Clara, ai-je dit. Personne ne m'a interrompu. Étienne et moi sommes déjà en plein processus. Clara n'est pas une invitée dans ma vie. Elle devient ma fille, aussi légalement. Je n'ai pas agité les documents. Les lignes de signature étaient visibles. Le sceau du notaire était visible. Ma sœur Élodie a tranquillement retiré les petits papiers aux plus jeunes enfants et les a dirigés vers la cuisine. Thomas s'est tenu près de l'encadrement de la porte comme s'il était prêt à empêcher quiconque de faire quelque chose de stupide. Papa regardait les papiers, puis Étienne, puis moi, comme si l'un de nous allait admettre que c'était une blague. Étienne était pâle, mais il s'est déplacé aux côtés de Clara et a posé une main sur son épaule. La pièce avait passé des années à prétendre que notre famille était floue. Je voulais qu'il la voie à l'encre noire. Mon père a récupéré en premier, car la colère est son refuge favori. Ne sois pas ridicule, a-t-il dit. Personne n'a dit qu'elle ne pouvait pas venir ici.
Ma mère a sauté sur l'occasion. Alyssa, tu fais exploser toute la famille pour un malentendu. J'ai regardé droit les deux. Non, ai-je dit, vous avez fait exploser la situation quand vous avez dit à mon enfant, devant chaque autre enfant ici, qu'elle ne compte pas. Papa a ouvert la bouche, probablement pour discuter de biologie, alors je l'ai coupé. Écoutez attentivement. Si Clara n'est pas acceptée comme faisant partie de la famille, alors vous ne m'aurez plus non plus. Vous n'aurez plus accès à ma maison, mon temps, mon énergie ou mon silence. Maman a fait le clignement des yeux offusqués qu'elle utilise quand les conséquences arrivent plus vite qu'elle ne l'avait prévu. C'est la fille d'Étienne, a-t-elle dit. Tu sais ce que je veux dire. C'est ma fille, ai-je répondu. C'était la première fois, publiquement et clairement, que je le leur disais ainsi. Papa a essayé encore. Alors c'est ça? Tu l'as choisie elle plutôt que tes propres parents? Je n'ai pas élevé la voix. Je choisirai ma fille chaque fois sans exception. Dans cette pièce, devant tout le monde, j'ai choisi ma fille et je les ai laissés l'entendre. Après cela, le silence était si complet que je pouvais entendre l'un des enfants dans la cuisine demander à Élodie un peu plus de limonade. Personne n'est venu me chercher avec des arguments. Personne ne s'est excusé non plus. Mes parents avaient passé des années à dépendre de la confusion pour se protéger, et un langage simple leur avait enlevé cette protection. Je me suis penchée, j'ai pris la petite main de Clara dans l'une des miennes et le dossier dans l'autre, et je lui ai dit, on rentre à la maison. Étienne a bougé alors, enfin, et pleinement. Il a attrapé notre sac de famille, le gilet de Clara sur le dossier d'une chaise, et l'assiette à moitié finie qu'elle avait été trop blessée pour toucher à nouveau. Son visage était tendu par la culpabilité, mais il n'a pas hésité. Élodie a croisé mon regard et a fait un court signe de tête. Thomas a fait un pas en avant et a tenu la porte d'entrée ouverte avant que papa ne puisse s'y précipiter. Mon père a tenté une dernière fois, si tu pars à cause de ça. Je n'ai pas attendu la fin de la phrase. Dehors, l'air sentait l'herbe coupée et le charbon de bois. Clara est montée dans la banquette arrière sans poser de questions. Je suis montée côté passager. Étienne a fermé la portière de Clara doucement, puis la mienne. La porte d'entrée s'est refermée derrière nous avec un bruit sourd, et ce sont assemblés honnêtes. Nous ne sommes pas rentrés directement à la maison. Clara s'était repliée sur elle-même, de cette manière calme et prudente qu'elle utilise quand elle essaie de ne plus rien demander. Et je savais que notre maison semblerait trop silencieuse si nous y rentrions à froid. Alors Étienne s'est garé devant un petit glacier en bord de ville avec des tables de pique-nique en plastique et un cône en fibre de verre géant sur le devant. Nous sommes restés assis dans la voiture d'abord parce que Clara n'était pas prête à entrer. Elle fixait le menu et a posé la question que je redoutais depuis le salon, est-ce que je ne suis pas une vraie petite fille? Sa voix était plate, pas dramatique. Je me suis tournée sur mon siège et j'ai répondu avant que quiconque ne puisse envelopper la chose avec des mots d'adulte, tu es ma fille, ai-je dit. Et tu fais partie de cette famille. Ce qu'ils ont dit était faux. Étienne s'est penché en arrière contre l'appui-tête avant de parler. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, a-t-il dit. Je suis désolée. Clara a hoché la tête une fois, mais a continué à me regarder, ce qui m'a indiqué où la blessure avait atterri. Personne n'a le droit de décider si tu as ta place, ai-je dit. Ni tes grands-parents. Personne. Elle est restée silencieuse pendant un autre battement, puis a demandé si elle pouvait prendre un chocolat avec des vermicelles. C'était suffisant pour nous faire sortir de la voiture. Ce soir-là, après que Clara se soit endormie avec son lapin en peluche sous un bras, Étienne et moi nous sommes assis à l'îlot de cuisine avec la lumière allumée et la maison plongée dans le noir. Il y a des moments où la douleur peut encore être débattue si personne ne fait rien de pratique. Je ne voulais pas de ça. Alors, j'ai ouvert notre application bancaire, j'ai fait apparaître le virement récurrent qui allait à mes parents le 1er de chaque mois, et j'ai tourné mon téléphone vers Étienne. Il couvrait les courses, une partie de la facture d'électricité et les éternels imprévus, juste jusqu'au mois prochain, pour lesquels ma mère m'envoyait des messages. Est-ce qu'on a vraiment fini, ai-je demandé, parce que je voulais que la réponse appartienne à nous deux. Étienne a regardé l'écran, puis l'estimation des matériaux qu'il avait promis d'acheter pour la terrasse de papa. Oui, a-t-il dit.
Il a entré le code de vérification quand la banque l'a envoyé, et j'ai appuyé sur « Annuler ». Puis, j'ai ouvert la discussion de groupe familial et j'ai tapé un seul message factuel. Après ce qui a été dit à Clara aujourd'hui, nous ne participerons plus à des événements impliquant maman et papa à moins que Clara ne soit traitée exactement comme chaque autre enfant. Nous arrêtons aussi toute aide financière. Pas de discours, pas d'insultes, juste des conditions. Pour la première fois, la limite existait quelque part où ils ne pouvaient pas parler par-dessus. Mes parents ont traité le message de groupe comme une crise de colère qu'ils pouvaient ignorer. Mais mes frères et sœurs ont fait quelque chose que mes parents n'avaient pas prévu. Ils m'ont appelé séparément et ont parlé franchement. Élodie a appelé en premier après avoir couché ses enfants. Mes enfants ont tout entendu, a-t-elle dit. L'un d'eux a demandé pourquoi Clara n'a pas eu de papier si elle fait partie de la famille. Je n'avais pas de bonne réponse parce qu'il n'y en a pas. Elle semblait fatiguée de les excuser. 1 heure plus tard, Thomas a appelé depuis son garage pour que son fils ne puisse pas l'entendre. Papa fait ça depuis un moment, a-t-il dit. Aujourd'hui, il a juste arrêté de le cacher. Aucun d'eux ne m'a demandé d'arranger les choses. Dès le lendemain après-midi, nous étions les 3 en conférence téléphonique pour discuter de la prochaine sortie des enfants qui, soi-disant, avaient déclenché tout ce désordre. Élodie a dit, les cousins veulent toujours faire une sortie ensemble. Les grands-parents n'ont pas besoin de faire partie du plan. Thomas a immédiatement accepté. Nous avons décidé que la sortie se ferait sans mes parents et que chaque enfant serait inclus. Clara, très évidemment. Dès midi le lendemain, la liste des invitations avait changé. Mes parents n'étaient plus inclus. Nous avons aussi convenu que le vote initial ne comptait plus. Si la sortie avait toujours lieu, chaque enfant aurait le même droit de parole cette fois-ci. Ils se sont présentés à notre maison 2 soirs plus tard sans appeler. Exactement le genre de mouvement que font les gens quand ils ont l'habitude de traiter l'accès comme un droit de naissance. J'ai vu mes parents à travers la fenêtre avant d'ouvrir la porte. Papa rigide de colère. Maman portant sa blessure comme un accessoire. Clara était dans la salle de jeu à construire une cabane en couverture, alors je suis sortie et j'ai refermé la porte presque entièrement derrière moi. Papa n'a pas perdu de temps, ai-je pensé. Tu as coupé le virement, a-t-il exigé. Maman a sauté sur l'occasion, et maintenant ton frère et ta sœur nous excluent de la sortie des enfants comme si nous avions fait quelque chose de monstrueux. J'ai croisé les bras et je suis restée sur le porche. Papa a continué, la planche de la terrasse doit toujours être remplacée. La facture d'eau est due. Ils avaient compté sur cet argent. Ils avaient compté sur Étienne venant dimanche avec ses outils. Sous tout ça, il y avait la vraie plainte, ils avaient compté sur le fait que j'étais trop conditionnée pour faire respecter une conséquence. Vous avez saboté votre rôle de grand-parent pour une seule phrase, a-t-il dit. Maman a ajouté, non, je lui ai dit. Vous l'avez saboté quand vous avez décidé que Clara pouvait être présente mais pas égale. Papa a fait un pas de plus et Étienne a ouvert la porte derrière moi. Pour la première fois, ils entendaient le son de quelque chose qu'on leur enlevait. Ma mère a essayé un autre angle quand l'indignation n'a pas fonctionné. Elle a adouci son visage et a dit, « Alissa, nous l'avons incluse. » Elle était invitée, non? Je l'ai fixée pendant 1 seconde car la phrase était si révélatrice qu'elle m'a presque épargné la peine de répondre. Être toléré n'est pas la même chose qu'être aimé, ai-je dit. Et ce n'est pas la même chose qu'être de la famille. Papa a ricané, tu agis comme si nous l'avions blessé parce que nous étions honnêtes. Non, ai-je dit, vous l'avez blessé parce que vous avez humilié une enfant de 7 ans devant une pièce pleine d'enfants et appelé ça de l'honnêteté. Maman a croisé les bras, elle n'est pas de notre sang. C'était encore là. La phrase qu'il voulait toujours polir en un principe. Alors écoutez le mien. J'ai dit à mes parents que Clara n'avait pas besoin de leur permission pour se tenir dans une pièce. Elle a besoin du même traitement exact que chaque autre enfant reçoit. Même accueil, même vote, même attention, rien de moins. C'était la seule norme. Étienne est sorti entièrement sur le porche alors, épaule contre épaule avec moi. Vous ne parlerez plus jamais de Clara comme ça ici, a-t-il dit, bas et ferme. Mes parents sont partis en colère, mais la colère semblait plus mince maintenant. Même eux pouvaient entendre à quel point elle sonnait petit.
Quelques jours plus tard, Élodie, Thomas, Étienne et moi étions assis autour de ma table de salle à manger avec du café, des agendas et ce ton pratique que les familles utilisent quand elles ont fini de prétendre que la confusion est de l'innocence. Les enfants jouaient dans le jardin pendant que nous cherchions comment garder les cousins connectés sans donner une nouvelle scène à mes parents. Élodie a dit ce que tout le monde tournait autour. Maman et papa apprennent aux enfants que certaines personnes sont mieux traitées à cause des étiquettes. Je ne fais pas ça. Thomas a hoché la tête et a ouvert le site du muséum sur son téléphone. Nous avons décidé de laisser les enfants voter à nouveau dans un groupe de discussion familiale, proprement cette fois, avec les plus jeunes utilisant nos téléphones. Le fils d'Élodie a tapé les 3 options. Le fils de Thomas a envoyé 3 messages vocaux faisant campagne pour le parc de trampoline. Clara était assise à côté de moi sur le banc et regardait les messages arriver avec des yeux fatigués. « Est-ce que je peux dire le mien aussi » a-t-elle demandé, si doucement que j'ai failli ne pas l'entendre. « Oui » ai-je dit immédiatement. Exactement une fois, comme tout le monde. Elle a regardé mon téléphone, puis a enregistré une petite note vocale qui disait « Je choisis toujours le parc d'attractions ». La première fois, c'était à peine audible. Son cousin lui a demandé de répéter. La deuxième fois, elle a haussé la voix. Le musée a gagné, et personne n'a agi comme si son vote avait été une faveur. Elle avait participé parce qu'elle appartenait au groupe. La sortie au musée elle-même était presque ennuyeuse, de la meilleure façon possible, ce à quoi ressemble généralement la sécurité une fois qu'on a connu assez de chaos. Clara tenait la main de ses cousins sous le squelette de baleine suspendu, disputait avec eux sur quel fossile avait les plus grandes dents et pressait le bouton à la station météo. Au déjeuner, le fils de Thomas lui a passé les chips avant d'en prendre pour lui-même. Les filles d'Élodie ont demandé à Clara de s'asseoir entre elles pour le spectacle au planétarium. 2 fois, j'ai surpris Clara en train de vérifier mon visage avant de répondre à une question, et les 2 fois, j'ai hoché la tête avant qu'elle ne parle. À la boutique de souvenirs, elle choisissait des cartes postales pour elle-même et une pour Étienne sans cette pause. Plus tard dans la soirée, après notre retour à la maison, et pendant que Clara était à l'intérieur en train de montrer la carte du musée à Étienne, mes parents sont apparus sur le porche. Cette fois, maman tenait un sac cadeau avec un dinosaure en peluche à l'intérieur. « Nous avons peut-être mal géré les choses » a-t-elle dit, raide. Papa a ajouté, « Ne tirons pas ça en longueur. » Je n'ai pas pris le sac. Essayer est mieux que rien, ai-je dit. Mais un cadeau n'achète pas un accès immédiat à la vie de Clara. La confiance se reconstruit lentement et seulement si c'est réel. La mâchoire de papa s'est serrée, maintenant, Élodie et Thomas nous empêchent de voir les autres petits-enfants aussi. Cette décision leur appartient, pas à moi, ai-je dit. Un sac cadeau n'était pas un pont. 6 mois plus tard, l'adoption était définitive. Nous avons emmené Clara au tribunal dans une robe bleu marine qu'elle avait choisie elle-même parce qu'elle lui donnait l'air officiel. Et le juge a souri quand elle a répondu à chaque question avec un sérieux total. Ensuite, nous avons rejoint Élodie, Thomas, leur conjoint et tous les cousins dans une pizzeria avec de longues tables et une acoustique médiocre. Et Clara n'arrêtait pas d'écrire son nom complet sur 3 sets de tables en papier, juste parce qu'elle pouvait le faire. La famille qu'il a choisie est apparue clairement une fois que tout le monde a cessé de prétendre que le choix n'avait rien à voir avec la famille. Mes parents ont survécu sans nos virements mensuels. Ils ont réglé l'histoire de la terrasse. Ils ont payé leurs propres factures. Ils ont aussi appris que « centralité » n'est pas un titre de poste permanent. Nous les gardons en contact limité maintenant. Ils ne nous voient que dans des contextes restreints, jamais à l'improviste, et jamais sans que la norme ne soit évidente. Ils sont plus prudents, ce qui n'est pas la même chose que de changer, mais c'est honnête. Je ne leur ai pas promis la réconciliation. J'ai laissé une porte étroite entrouverte au cas où leur effort deviendrait un jour assez constant pour mériter la confiance. En attendant, la distance est une protection. Le week-end dernier, les cousins ont commencé à planifier une sortie autour d'une pizza, et Clara a levé la main avant tout le monde. Ces jours-ci, personne dans ma maison n'a besoin de demander si son vote compte. Il compte. Alors, dites-moi, ai-je bien fait de prendre sa défense devant tout le monde ?
Et est-ce que je fais bien de laisser la porte entr'ouverte, au cas où il changerait vraiment un jour? Bonjour, merci beaucoup d'avoir regardé. Faites-moi savoir ce que vous avez pensé de l'histoire. Aussi, j'ai commencé à narrer mes propres histoires en incarnant les personnages. Je les poste sur mon autre chaîne.